Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue au journal sur Agriculture Télévision. D'abord, les titres. Mécanisation de l'agriculture, les Camerounais à la manœuvre. Nombreux sont ceux qui se sont lancés dans la conception et la réalisation des machines agricoles avec un seul but, l'avènement de la seconde génération de l'agriculture dans notre pays. Des changements climatiques, nous en parlerons dans cette édition et plus précisément des conséquences de ce fléau sur la filière banane-plantain au Cameroun. Et puis, il sera aussi question de moringa dans ce journal, plante vertueuse à plusieurs niveaux et dont les utilisations sont aussi diverses que variées. Une fois de plus, bienvenue au journal. Pan très important dans une agriculture en pleine expansion comme celle du Cameroun, la mécanisation se pose de plus en plus comme la solution idoine au problème de la production agricole. Partant justement de la production en elle-même à la transformation, en passant par la conservation des aliments, la machine intervient partout, d'où l'importance que certains particuliers et surtout les pouvoirs publics lui accordent. Reportage. Lors du dernier comice agro-pastoral des Boulevards en 2011, le chef de l'État, Paul Biya, en visitant l'exposition, s'est arrêté pendant de longues minutes sur la partie réservée à la mécanisation. Question pour lui de se faire expliquer un certain nombre de mécanismes pouvant aider à l'amélioration de la production agricole. Il donnait ainsi toute l'importance qui sied à ce domaine de l'agriculture sans lequel la deuxième génération tant attendue n'est guère envisageable. Lui emboîtant le pas, des entreprises qui existaient depuis longtemps ont ainsi repris du poil de la bête. Elles qui jadis étaient sous les teignoirs se sentent soudain propulsées à la lumière. Et en fait, celui qui assemble, finalement, c'est celui qu'on voit. Et ça, nous pouvons aussi le faire. Parce que nous savons où est-ce qu'on produit des boîtes de vitesse, où est-ce qu'on produit des moteurs. Hein? Tout ce que nous avons à faire, c'est construire un châssis ou déposer le moteur et assembler. Donc c'est des choses faisables. Il ne pouvait en effet être autrement, car la mécanisation fait partie des critères qui permettront au Cameroun d'atteindre ses objectifs en ce qui concerne l'agriculture. À l'heure où l'on parle de plus en plus d'agriculture de seconde génération, elle devient donc une exigence capitale dans un domaine qui se veut plus performant et capable de participer de manière efficiente au développement du pays. Loin d'être une simple vue de l'esprit, la mécanisation rentre peu à peu dans les mœurs de nos agriculteurs. L'avènement d'un certain nombre d'entreprises dans le domaine, leurs travaux de conception et les machines qu'ils mettent au service des acteurs du secteur agricole en sont la pleine illustration. Tous œuvrent avec en filigrane l'atteinte d'un idéal réalisable, celui de l'agriculture de seconde génération. Qui parle d'agriculture de seconde génération, parle de transformation. Je ne sais pas, ceux qui disent, tant que l'accent n'est pas mis sur la transformation, on ne peut pas parler d'agriculture intensive. Parce que quand vous allez produire, qu'est-ce que vous allez faire de ça? Le développement de l'agriculture passe par beaucoup de paramètres. En bonne place, sa mécanisation. Bien menée, elle pourra permettre aux entrepreneurs agricoles de produire plus et mieux dans un laps de temps assez réduit. Un état de choses qui permettra à terme au Cameroun non seulement d'atteindre son autosuffisance alimentaire, mais aussi de devenir un pays exportateur de denrées agricoles dans une échelle plus élevée. La contribution de ces particuliers à la mécanisation de l'agriculture camerounaise est donc grande mais très mal connue. Comme eux, ils sont des dizaines à se battre au quotidien pour améliorer les conditions de travail des agriculteurs en créant, produisant et mettant à leur disposition des machines pouvant les aider à mieux produire, mieux conserver, mieux transformer et par conséquent mieux vendre leurs produits. Seulement, ils attendent un coup de main du gouvernement de la République afin que leurs efforts soient plus connus mais aussi mieux appréciés. Les vertus du moringa sont celles dont personne n'ignore la pertinence, notamment sur la santé humaine. L'occasion nous est donc donnée de vous présenter dans cette édition d'information les méthodes dont on se sert pour une utilisation optimale de ce produit. Nous avons visité pour vous une usine de transformation qui fournit le moringa dans toute sa diversité.
Le reportage est celui d'Arnaud Basileking et André Marimbida. Vous remarquerez que l'exiguïté de ces lieux n'est certainement pas ce qui rappelle une usine de Nestlé le mieux. Pourtant, c'est dans ce bas-fond du quartier des Liguedzoa où toute une industrie est mise en branle pratiquement tous les jours pour que les feuilles et les graines de moringa atterrissent sur votre couvert sous la forme d'une tisane ou d'un thé. Bien que précaire, la transformation est effective ici. Et le premier des modes opératoires est redevable à un séchage que l'on veut rigoureux ici. Le processus de séchage de moringa, c'est que on récolte les feuilles de moringa généralement le soir. Parce que le moringa, en tant qu'une plante verte, elle doit faire sa cuisine tout au long de la journée, c'est-à-dire la photosynthèse. Donc, elle passe toute la journée, elle reçoit les rayons du soleil, les brasse, le phénomène de la photosynthèse, ça élabore, et les feuilles élaborent la matière organique. Il y a aussi une mécanisation très indispensable pour parvenir à l'étape du produit fini. En ces lieux, l'on s'est entouré de ce qu'il faut, ou du moins du strict nécessaire. Ça, c'est la scelleuse. Ça, c'est la scelleuse automatique. Elle scelle en série. Donc, quand on met la poudre de feuilles de moringa dans les sachets, on les regroupe là, sur la table. On les regroupe sur cette table. Et maintenant, 2 personnes sont là pour sceller. On récolte ici, dans le panier que vous voyez là. On récolte les sachets déjà scellés. Quand on a des produits à ensacher rapidement, ça c'est l'ensacheuse scelleuse. Elle ensache parce qu'on met les produits directement, elle pèse et elle scelle. Oui, et ça ressort là en bas rapidement. Oh oui, donc là c'est l'ensacheuse scelleuse. Alors quand on a des produits qu'on va mettre en trait, qu'on va écraser finement, dont la poudre doit être très fine, c'est avec cette machine que nous écrasons. On passe le produit à l'intérieur. Voilà, donc voilà une machine qui écrase très très finement. Voilà. Mais ce que l'on ne dit presque jamais dans les salons dédiés au machinisme agricole, c'est que des engins comme ceux-ci vous ruinent. Une cherté qui peut parfois vous coûter tout le capital. C'est cher, cette machine nous a coûté dans les 6 millions. Dans les 6 millions. Elle n'est pas complète. Bon, on n'a pas monté le rouleau parce qu'il y a le rouleau selon les sachets. Donc, ça nous a coûté dans les 6 millions. Et celle qui est là derrière? Et celle qui est là derrière, c'est dans les 1 million. La scelleuse. Après le vrombissement des turbines, il y a une première satisfaction que l'on s'empresse d'enfouir dans ces sacs. Au lieu du grain ou de la feuille, c'est désormais une poudre verdâtre qui n'attend plus que son conditionnement. C'est cette machine qui écrase le moringa. C'est celle-ci qui écrase les feuilles de moringa pour les mettre en poudre. Et voilà. Donc quand on a fini d'écraser, voilà ce que représente la poudre de moringa. On met dans des sacs bien scellés, bien propres et protégés. Au moment, voilà la poudre verte, la bonne poudre verte de moringa. Voilà. C'est cette poudre qui a 7 fois plus de vitamines A que les carottes, 4 fois plus de calcium que le lait, 4 fois plus de protéines que la viande de bœuf, 3 fois plus de potassium que la banane. C'est la poudre de moringa. Voilà. Donc, je ne dois plus remettre là-bas. Voilà. L'autre satisfaction, c'est toute la minutie à laquelle on a fait recours pour empaqueter ce qui reste du néverdier antérieur. Les exigences de salubrité et d'hygiène imposent l'usage du cache-nez chez ces employés qui nous ont murmuré que rien qu'à cause de ça, ceux qui étaient là avant ont été brutalement congédiés. Les employés ont le cache-nez parce que c'est des produits alimentaires. Oui, on ne doit pas les manipuler n'importe comment. De l'emballage jusqu'au produit fini, déjà emballé, il faut le cache-nez, il faut même les gants. Bon, ils sont encore sur l'emballage, c'est pourquoi. Voilà. Donc, pour ne pas tousser, par exemple, en présence de la poudre, pour ne pas éternuer, pour ne même pas parler, au moment que vous en sachez, vous pouvez recevoir les gouttes de salive dans la poudre. Ces escaliers nous conduisent vers ce que signifie le moringa au-delà des bourgeons et des racines.
Au finish, des savons, des boissons amincissantes, des poudres qui renforcent la succulence de vos repas tout en réglant le problème de votre ostéoporose. De quoi faire le plein d'une parfumerie. Voilà, nous avons trois savons. Nous avons 3 savons moringa. 3 savons moringa. Un savon de 500 francs, un savon de 700 francs et un autre de 800 francs. À l'argile, moringa et argile. Voilà nos différents savons. Les savons à base de moringa. Voilà. Et nous avons innové. Nous sommes quittés de moringa à moringao. Moringao, c'est un thé, c'est une boisson chaude que nous voulons que ça soit consommé dans le monde entier. Oui, moringao, vous comprenez, moringa et cacao. Nous avons pu mettre en place une boisson chaude appelée moringao, c'est-à-dire le moringa et du cacao. Et nous avons fait plusieurs parfums. Ça, c'est le moringao ginger. Nous avons le moringao ginseng, nous avons le moringao menthe, nous avons le moringao citronnelle. Voilà. Donc, au lieu de boire des autres boissons que vous connaissez, vous buvez moringao. C'est un business qui a aussi sa part d'aléas. Le plus pertinent, c'est la récurrence des problèmes d'électricité. Et souvent, le groupe électrogène que vous regardez à l'instant demeure sec des jours durant. Parlons à présent des changements climatiques. À bien des égards, l'agriculture a participé aux perturbations et aux changements climatiques. Ceci par de mauvaises pratiques agricoles. Irréversiblement, les changements climatiques menacent aujourd'hui le développement de l'agriculture. Pour preuve, les récentes statistiques faisant état de l'impact négatif de ce fléau sur la production de la banane plantain au Cameroun. Plus de détails avec Nicolas Bessolo et Guy Parfait. Rendu public depuis le 1er janvier 2018, une étude de la revue Science of Total Environment indique que la production de la banane plantain au Cameroun a baissé de 43% entre 1991 et 2011. Selon cette étude, le Cameroun regorge peu d'études sur les impacts sociaux du changement climatique. Se servant des données du gouvernement, dans le secteur agricole, ces chercheurs ont réussi à lier et à prouver l'impact des changements de température à la production de la banane. Constat fait, baisse de la production de la banane plantain. Bien que précaire, le domaine des changements climatiques est bien pris en compte au Cameroun. Tout un département ministériel en est d'ailleurs dédié et travaille sur l'incidence de la productivité de la banane plantain en particulier et agricole en général et sur les changements climatiques au Cameroun. En attendant, la sonnette d'alarme est tirée, des recherches continuent d'être faites en vue d'une meilleure appréciation des données climatiques environnementales et pour une symbiose parfaite entre agriculture et environnement et changement climatique. Du manioc dans cette édition, tubercule le plus consommé par la population camerounaise, il est également en ce moment l'aliment le plus transformé. Les usines de transformation de ce tubercule poussent de terre chaque jour et les projets en vue de la vulgarisation de sa culture ne manquent pas. Malgré tout cela, on note comme un manque d'engouement des agriculteurs pour cette filière qui pourtant demeure un véritable filon. Reportage. Le manioc est la principale source alimentaire en Afrique. Il atteint le 5e rang mondial parmi les plantes alimentaires après le maïs, le riz, le blé et la pomme de terre. Au Cameroun, il est connu dans toutes les coutumes et cultures et profondément ancré dans les habitudes alimentaires. Sa transformation, surtout artisanale, est pourtant très dense. Un peu plus d'une quarantaine de produits dérivés sortent de ce tubercule qui devient donc la denrée la plus transformée. Vu son potentiel, le manioc au Cameroun sort peu à peu du carcan des cultures vivrières pour se hisser au niveau des cultures de rente, mais cette mutation se fait avec beaucoup de peine. Le manioc, c'est une culture précoce. Le manioc est une culture précoce. Donc, il suffit que nous rassurons les populations que, bon, voici les partenaires qui sont avec nous, les plantations, nous aurons autant de plantations
l'alimentation que nous aurons besoin. Pourtant, les pouvoirs publics ne lésinent pas sur les moyens pour que la plus-value pouvant se dégager du manioc soit visible par les investisseurs et porteurs de projets. La création du projet d'investissement et de développement des marchés agricoles PIDMA en est l'illustration même. Il ambitionne de booster la production du manioc, du maïs et du sorgho au Cameroun afin d'approvisionner les agro-industries locales. Il ambitionne de booster la production du manioc, du maïs et du sorgho au Cameroun afin d'approvisionner les agro-industries locales. L'implémentation des centres de recherche tels l'Institut de recherche agronomique pour le développement, qui a déjà mis au point pas moins de 200 variétés locales de manioc, dont 6 améliorées, démontre de ce que les moyens sont mis en œuvre pour développer la culture du manioc. La création d'usines de transformation agroalimentaire à base de cette denrée qui pousse de terre comme des champignons, où donc les projets sont en phase de concrétisation, le montre également. Tout est fait afin que la spéculation manioc devienne de moins en moins une valeur vivrière. Bon, maintenant, il y a un autre domaine qui est naissant, c'est-à-dire l'agroalimentaire, l'utilisation du manioc dans les applications industrielles. Alors, au jour d'aujourd'hui, nous nous sommes rendus compte que le manioc pourrait remplacer le cacao qui était vraiment la première culture de rente agricole des populations du centre, du sud et de l'est. Parce que d'abord, le manioc est facile à produire, le manioc est facile à cultiver, le manioc s'adapte à toute écologie. L'appel est donc lancé aux jeunes. Voilà un pan de l'agriculture qui s'offre à eux. Dans ce domaine, beaucoup reste à faire. Selon les statistiques de la FAO, le Cameroun a produit 19 millions de tonnes de manioc en 2014, bien loin de la demande qui, elle, est estimée à 50 millions de tonnes par an. Calcul fait, le Cameroun accuse un déficit de production de 31 millions de tonnes de manioc par année. Véritable vivier d'emploi, l'agriculture n'est pas encore prête de livrer tous ses secrets, le manioc encore moins. Lui, qu'on retrouve sous plusieurs formes sur nos tables, peut aisément contribuer à l'augmentation du produit intérieur brut camerounais. Sa culture et son développement sont d'ores et déjà une priorité pour les pouvoirs publics, soucieux de l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire du pays, de son développement économique et de la croissance de son produit intérieur brut. Maintenant, les agriculteurs doivent aussi jouer leur partition en s'investissant dans cette filière qui, à la longue, peut s'avérer être leur nouvel or blanc. Restons dans les tubercules pour parler de la pomme de terre. En 2013, l'offre locale en tubercules de pommes de terre était inférieure à la demande des ménages. De plus en plus prisée, cette denrée connaît cette année une forte expansion tant dans sa culture que sur le marché. Une production qui n'est pas sans conséquences. Voyons tout cela dans ce reportage de Nicolas Bessolo et de Guy Parfait-Iba. De 1000 francs CFA le seau de 5 litres, le bon, à 20 000 francs CFA le sac de 150 kg, qui jadis coûtait 45 ou 50 000 francs CFA. Voilà le prix des pommes de terre en vigueur pour l'heure, ici au marché 8e de Yaoundé, lieu par excellence pour l'approvisionnement en tubercules de pommes de terre. Au départ des plantations de la Ménois, du Lébialem, du Noun, des hauts plateaux ou encore de l'un de ces multiples départements où se cultive cette denrée désormais prisée des consommateurs, sa destination finale est nationale et internationale. Son coût rivalisant d'adresse avec sa destination et sa variété. Elles sont 10 au total. Depuis la variété Tubira jusqu'à la variété Ira de 2003, en passant par la variété Bambi Wonder, Sipira, Cardinal et Désiré, qui est d'ailleurs la meilleure de toutes, le marché camerounais inonde de tubercules de pommes de terre. Producteurs et consommateurs en ont plein la vue, donc plein la bouche. Cette année, les spéculations ont atteint et débordé le seuil, plus que par le passé. Quelques éléments incitateurs ont concouru à cette expansion. Il y a trop d'abondance de pommes. Pourquoi? Parce que les frontières sont fermées. Les frontières sont fermées, rien ne sort. Vous voyez par exemple là, j'envoie souvent les pommes à Congo, le Gabon, mais maintenant on ne vient plus acheter. C'est pour cela que vous voyez les pommes abonder ici. Oui, et même les carottes, ça pourrit ici. On n'arrive pas à vendre. Nous on achète au village et arrivé ici, on n'arrive pas à vendre, ça pourrit ici. C'est en 150 kilos. Oui. À l'heure actuelle, c'est dans les 20 000. Alors que
Dans le mois passé, on vendait à 45 000. Oui. On a cultivé les pommes, ça, les sélections, les grosses, les moyennes, les gros seaux et les sacs. Les pommes ont produit l'année-ci, mais toutes les frontières sont fermées. Les pommes ne sortent pas, les pommes sont trop moins chères et on a utilisé beaucoup de produits l'année-ci. Par exemple, voilà les pommes de 1000 francs. Or, en janvier, comme ça, nous on va les les pommes comme ça à 1500. Le sac de pommes coûte à l'heure, c'est à 45 000. Voilà ce qu'on se trouve à 22 000 francs de sac de pommes, 20 000 francs, 18 000 au champ. Tous les cultivateurs sont en terre l'année-ci parce que les pommes ont beaucoup produit, mais il n'y a pas le marché. Tous les frontières sont fermées. Quelques anomalies sont à relever et ils sont dénoncés par les producteurs et les commerçants de cette denrée. En attendant que ce déferlement de pommes de terre dans les marchés ne connaisse sa période de manque, il ne reste plus qu'aux amoureux de cette denrée de s'engaver car les saisons se suivent mais ne sont guère similaires. En bon entendeur, salut. Au tout début de cette édition, nous vous avons présenté le moringa. Revisitons donc ensemble cette plante quand elle est vouée à une consommation exclusivement humaine. L'expert que nous avons requis pour cette énumération révèle dans ce reportage d'Arnaud Basileking et André Marimbida qu'il s'agit d'une denrée dont l'utilité est salvatrice pour toute ingestion humaine. Regardez plutôt. Celui qui nous accueille ce matin est pourvu d'une expertise grâce à laquelle nous avons appris que le moringa est ce à quoi on fait recours pour contrer la malignité de près de 350 maladies. C'est grâce à cette espèce partie des contreforts de l'Himalaya que les céphalées sont désormais rares. C'est encore grâce à cette plante à feuillage caduc que la paix est souvent de retour dans le lit conjugal. Les graines de moringa, voilà les graines de moringa, nous avons vu les graines de moringa dans les sacs. Alors les graines de moringa, ça soigne le mal de dos. La typhoïde, quand vous avez une typhoïde, vous mangez les graines de moringa, 3 graines le matin, 3 à midi, 3 le soir. La typhoïde disparaît en 3-4 jours. Le mal de dos, quand vous avez mal au dos, vous mangez les graines de moringa, 2 le matin, 2 le soir. La fatigue générale, quand vous êtes toujours fatigué, vous mangez les graines de moringa, matin et soir, 2 le matin, 2 le soir, la fatigue s'en va très très rapidement. Il y a les graines, mais aussi les racines qu'il faut impérativement imposer dans la ration de vin de palme des vieillards de chez nous. Le rhumatisme qui leur rend la vie horrible, ainsi que cette fatigue qui leur interdit tout couper décalé pour la vie, seront efficacement combattus par le salut qui germe dans les profondeurs du sol. Les racines de moringa, on les mange comme les racines de moringa, on met les racines dans de l'eau froide. Voilà la poudre de racines. On met la poudre de racines dans de l'eau froide. On boit un verre le matin, un verre le soir. C'est pour soigner les problèmes de rhumatisme. C'est pour soigner les problèmes de palpitation, les problèmes de nerfs sciatiques, les problèmes d'épilepsie. Oui, jusqu'au problème d'épilepsie, on soigne avec la poudre de feuille de moringa. On associe avec la poudre de feuille pour soigner les problèmes d'épilepsie. Voilà. Les racines de moringa, ça soigne aussi les myomes, les fibromes et les kystes. Vous avez aussi ce miracle dont l'efficacité irréfutable redonne un large sourire à ces dames à qui les époux reprochent d'être infécondes. Les porteurs du virus de l'immunodéficience humaine ont également de quoi consolider le pronostic vital. La poudre de feuille de moringa maintenant, ça soigne les troubles de vue, les pertes de mémoire, l'insomnie, l'anémie, la fatigue générale, les troubles liés à la drépanocytose, les troubles même liés au VIH/SIDA. Oui, la poudre de feuille de moringa, ça remonte le taux de CD4 chez le séropositif. Nous faisons aussi un clin d'œil à toutes ces personnes chez qui c'est désormais douloureux de s'asseoir, ou à ceux-là qui ne se souviennent plus du prénom de la copine de la veille, ou encore à ceux qui doivent vivre avec la galère d'un verre sous le nombril. Boire le Never Die et vivre. Le moringa est donc très bon pour la santé et à vous donc, mesdames et messieurs, d'en faire bon usage. Merci d'avoir suivi cette session d'information sur AgriTV qui s'achève. Merci à tous ceux qui ont participé à sa préparation. L'information continue sur www.agritv.cm. Vous servir fait notre plaisir. Bonsoir et à demain.